J'étais assise dans la salle d'attente du médecin quand mon téléphone a sonné. C'était ma fille unique, Monica. Sa voix était différente, presque méchante, quand elle a dit « Maman, on part en voyage en Europe demain. J'ai déjà vendu ta maison de plage et ta voiture. On avait besoin d'argent. Au revoir. » Et elle a raccroché comme ça. 45 ans à l'élever, a tout sacrifié pour elle, et elle m'a jeté comme un déchet. Mais j'ai respiré lentement et j'ai souri, car il y avait quelque chose que ma douce fille ignorait. Je m'appelle Hélène Carter. J'ai 71 ans. Et avant cet instant, je croyais connaître ma fille. J'avais perdu mon mari 6 mois auparavant. Mon mari, David, était décédé d'une crise cardiaque pendant que nous prenions le petit déjeuner, comme tous les matins depuis 45 ans. Ce matin-là, il m'avait préparé un café avec de la crème et des toasts. Comme toujours, il m'avait embrassé sur le front et m'avait dit « Bonjour, mon amour ». Ce furent ses derniers mots. Depuis, Monica avait pris plus d'importance dans ma vie, du moins c'est ce que je croyais. Elle venait 3 fois par semaine. Elle m'a aidé à organiser les funérailles et m'accompagnait faire les courses. Elle m'a même conseillé de consulter un médecin pour un bilan de santé complet. « Maman, tu dois mieux prendre soin de toi maintenant que tu es seule », disait-elle avec ce sourire que je croyais affectueux. Mais je savais maintenant que c'était pour son propre bien. La maison de plage était notre havre de paix depuis des années. David et moi l'avions achetée quand Monica avait 15 ans, au prix de nombreux sacrifices et d'un dur labeur. Chaque été, nous y passions des vacances, créant des souvenirs, fêtant des anniversaires et autres fêtes. Monica y amenait ses petits amis, puis son mari Steven. Je cuisinais pour tout le monde, je faisais le ménage et la lessive. C'était notre rituel familial. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse y voir seulement de l'argent. Et la voiture, ce vieux pick-up Ford que David bichonnait comme sa propre voiture. Il le lavait tous les dimanches, faisait la vidange régulièrement et le garait toujours au même endroit, à l'ombre de l'arbre. Monica savait ce que ce camion représentait pour moi. C'était le dernier souvenir qu'il me restait de lui. Son odeur imprégnait encore les sièges. Quand elle a raccroché, je suis restée là, sur cette chaise en plastique verdure, entourée d'autres malades. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. Quelque chose d'étrange s'est produit en moi. Une paix que je n'avais plus ressentie depuis la mort de David. Car à cet instant, je me suis souvenue de quelque chose que j'avais complètement oublié. 3 jours avant sa mort, David m'avait donné une enveloppe brune. « Hélène, mets ceci dans le tiroir de ta commode. S'il m'arrive quelque chose, ouvre-la plus tard, mais seulement quand tu te sentiras prête. » Je l'avais rangée sans trop y penser. Après les funérailles, avec tant de douleur et tant de choses à gérer, j'avais tout simplement oublié. Mais elle était là, à m'attendre à la maison. L'infirmière m'a appelé pour que je vienne au bureau. Le médecin m'a examiné et a dit que j'étais en bonne santé pour mon âge, que j'avais juste besoin de me reposer davantage et de mieux manger. J'ai hoché la tête et souri, mais mes pensées étaient ailleurs. Je repensais à cette enveloppe, à la froideur de la voix de Monica, et au fait que Steven était probablement derrière tout ça. Il ne m'avait jamais aimé. Il m'avait toujours considéré comme un problème. Je quittai le bureau et marchai lentement jusqu'à l'arrêt de bus. Je n'avais plus de voiture, d'après Monica. Mais en attendant, je ne pus m'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose de juste dans tout cela. Ma fille pensait m'avoir laissé sans rien. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que David, mon cher David, avait toujours été un homme prévoyant. Le bus arriva et je m'assis près de la fenêtre. Je regardais la ville défiler. Les maisons, les magasins, les gens pressés de tous côtés, chacun avec ses propres histoires tristes, ses propres secrets. J'avais les miens aussi. Et j'étais sur le point de les découvrir. En rentrant chez moi, je me rendis directement dans ma chambre. J'ouvris le tiroir de la commode et l'enveloppe brune était là, exactement où je l'avais laissée. Mes mains tremblaient légèrement en la prenant. Je sentais qu'il y avait plusieurs papiers à l'intérieur. David avait écrit mon nom sur le devant, de sa belle écriture. Assise sur le lit que nous avions partagé pendant tant d'années, je pris une profonde inspiration. La nuit tombait et la maison s'emplissait de ces ombres familières qui ne m'effrayaient plus. J'ouvris l'enveloppe lentement, comme on ouvre un cadeau d'anniversaire. Ce que j'y trouvais allait tout changer. Ce que je découvris dans cette enveloppe me coupa le souffle.
Il y avait des documents officiels, des titres de propriété, des relevés bancaires et une lettre écrite de la main de David. Les larmes me montèrent aux yeux en lisant son écriture si familière. Ma chère Hélène, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit de mon vivant, mais je voulais te protéger de tes soucis. Au fil des ans, j'ai investi nos économies dans l'immobilier et les entreprises. Nous n'avons pas seulement la maison de plage. Nous possédons 6 autres propriétés, dont l'immeuble où vivent Monica et Steven. Nous détenons également des parts dans 3 sociétés dont la valeur dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tu es riche, mon amour. Tu l'as toujours été, mais maintenant, c'est aussi inscrit sur les papiers. Mes mains tremblaient en parcourant les documents. Il y avait des titres de propriété pour des maisons dans différents quartiers de la ville, un appartement en centre-ville, un petit motel sur la côte, et oui, l'immeuble de 20 étages où vivait ma fille. David en était le propriétaire discret depuis 10 ans, mais il avait tout mis au nom d'une société dont j'ignorais l'existence. Et d'après les documents, j'étais la seule propriétaire de cette société. Il y avait aussi des relevés bancaires pour des comptes dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, avec des numéros qui semblaient falsifiés. David avait été chauffeur de bus pendant 40 ans, mais il était aussi manifestement un investisseur très avisé. Chaque centime économisé, chaque sacrifice consenti, il l'avait fait fructifier en silence, et je n'en avais jamais rien su. Dans sa lettre, David expliquait qu'il avait tout gardé secret pour ne pas m'inquiéter pour l'argent ni pour que Monica connaisse notre situation financière réelle. Tu sais, notre fille, Hélène, si elle savait que nous étions si riches, elle changerait de comportement. Je veux qu'elle nous aime pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous possédons. Quel retournement de situation! Notre fille nous avait laissé croire que nous n'avions rien, alors qu'en réalité, nous avions tout. Cette nuit-là, impossible de dormir. J'ai erré dans la maison, touchant les vieux meubles et la décoration que Monica avait toujours critiquée, la jugeant démodée. J'ai contemplé les photos de famille accrochées au mur, surtout celle où elle avait 5 ans, assise sur les genoux de David, riant aux éclats. Où était passée cette adorable petite fille? Quand était-elle devenue si froide, si calculatrice? Le lendemain matin, tôt, le téléphone a sonné. C'était encore Monica. Sa voix était différente, plus douce, mais j'avais appris à me méfier de ces changements de ton. Maman, comment vas-tu? Je voulais te dire qu'on a déjà transféré l'argent de la maison et de la voiture. On a mis ta part sur ton compte. Ce n'est pas grand-chose, mais ça te permettra de vivre quelques mois le temps de trouver un logement plus petit. Ma part? Demandai-je d'une voix calme. Oui, maman. On n'allait évidemment pas te laisser sans rien. On t'a donné 30%. C'est juste, non? On a besoin de cet argent pour notre investissement en Europe. Steven a une super opportunité d'affaires là-bas. 30% de mes propres biens. Quelle gentillesse. Je vois, ma chérie. Et vous partez quand? Cet après-midi. Nos valises sont déjà prêtes. On sera partis au moins 6 mois. Peut-être plus si les affaires marchent bien. Mais ne t'inquiète pas, maman. À notre retour, on t'aidera à trouver un petit appartement. Quelque chose qui te convienne. Ça me convient. Comme si elle savait ce dont j'avais besoin. D'accord, Monica, bon voyage. Oh, maman. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si gentille. On t'aime tellement. Et elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. J'ai ri comme je n'avais pas ri depuis la mort de David. La situation était tellement absurde qu'elle en était drôle. Ma fille m'avait volé, m'avait mise à la porte de chez moi, m'avait parlé avec un mépris insupportable, et tout ça pour payer un voyage en Europe qui serait probablement un fiasco. Mais ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas l'argent. C'était la facilité avec laquelle elle m'avait rejeté. 45 ans de ma vie donnée à elle, à faire des sacrifices, à lui témoigner un amour inconditionnel, et elle m'avait effacé de sa vie en 2 minutes de téléphone. C'est ça qui m'a vraiment blessée. J'ai consulté mon compte bancaire en ligne. Effectivement, ils y avaient déposé une somme qui leur paraissait sans doute généreuse, mais qui, à mes yeux, était une insulte. Ils avaient vendu la maison de plage bien en dessous de sa valeur, probablement parce qu'ils avaient besoin d'argent rapidement, et ils avaient bradé le camion de David. Cet après-midi, de ma fenêtre,
j'ai observé Monica et Steven charger leurs valises dans un taxi. Ils portaient 2 énormes valises. Elle avait un bagage cabine qui semblait très cher. Je les ai regardés rire, s'embrasser et faire des projets. Ils ressemblaient à 2 adolescents impatients de partir à l'aventure. Ils n'ont jamais regardé par ma fenêtre, ni même dit au revoir. Quand le taxi est parti, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé et les papiers de David étalés sur la table. Il fallait que je prenne une décision. Je pouvais appeler un avocat, récupérer mes biens et tout ce qu'il m'avait pris. Mais un pressentiment me disait qu'il y avait une meilleure façon de gérer la situation, une façon plus constructive. J'ai appelé Maître Williams, l'avocat qui s'était occupé des affaires de David. Il était venu aux funérailles, m'avait présenté ses condoléances et m'avait dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Eh bien, maintenant, j'avais besoin de lui. Madame Carter, je suis contente d'avoir de vos nouvelles. Comment allez-vous? Je vais bien, Monsieur Williams. J'ai besoin de vous voir de toute urgence. J'ai trouvé des papiers de David que je ne comprends pas bien. Bien sûr, vous pouvez venir à mon bureau demain matin. J'y serai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai bien dormi. J'ai rêvé de David. Il était assis dans son fauteuil préféré, lisant le journal, comme tous les matins. Et quand il m'a vu, il a souri et a dit « Il était temps, mon amour. Il était temps que tu t'affirmes. » Je me suis réveillée avec une sensation étrange. Ce n'était pas vraiment du bonheur, mais ce n'était pas non plus la tristesse que j'avais ressentie pendant tant de mois. C'était plutôt de la détermination. Pour la première fois depuis la mort de David, j'avais un objectif clair. J'allais récupérer ce qui m'appartenait, mais pas comme Monica l'imaginait. Le lendemain matin, je m'habillais avec plus de soin que d'habitude. J'enfilai ma robe bordeaux, celle qui, disait David, me donnait une allure élégante. Je me coiffai et me maquillai légèrement. Et lorsque je me regardai dans le miroir, je vis une femme que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je vis une femme forte. Le bureau de Monsieur Williams se trouvait en centre-ville. C'était un immeuble ancien mais élégant, avec des sols en marbre et de grandes fenêtres. Il m'accueillit avec un sourire chaleureux, mais lorsque je lui montrai les papiers, son expression changea du tout au tout. Madame Carter, c'est bien plus que ce que j'imaginais. David était un homme très intelligent. Voyez-vous, d'après ces papiers, vous êtes propriétaire de... Je sais, Monsieur Williams. Je les ai déjà consultés. Ce que je veux savoir, c'est ce que je peux faire légalement. Monsieur Williams m'expliqua que tout était en règle, que les papiers étaient authentiques et que j'étais la propriétaire légitime de tous ces biens. Il confirma également ce que j'avais déjà pressenti. La vente de la maison de plage était illégale car Monica n'avait pas le droit de la vendre. Nous pouvons récupérer la maison immédiatement, Madame Carter, et nous pouvons également engager des poursuites contre votre fille pour fraude. Non, Monsieur Williams. Je ne souhaite pas engager de poursuites. Je préfère procéder autrement. Je veux que tout reste secret pour le moment. Pouvez-vous m'aider? Il me regarda avec curiosité, puis acquiesça. Bien sûr, vous êtes ma cliente. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin que vous récupériez discrètement la maison de plage, que vous fassiez le nécessaire pour annuler cette vente frauduleuse, et que vous m'aidiez à reprendre le contrôle effectif de tous mes biens, notamment l'immeuble où vit ma fille. Je comprends. Ce sera un processus qui prendra quelques semaines, mais c'est tout à fait possible. Parfait. Et Monsieur Williams, je ne veux pas que quiconque sache que je suis derrière tout ça, du moins pour l'instant. En quittant son bureau, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un très long rêve. J'ai déambulé dans les rues du centre-ville, observant les gens, les immeubles, la vie qui suivait son cours comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout avait changé. J'avais un plan. Les semaines suivantes furent les plus étranges de ma vie. Officiellement, j'étais une veuve pauvre abandonnée par sa fille. Mais en secret, j'étais une femme riche qui œuvrait discrètement pour récupérer mes biens. Monsieur Williams travaillait bien et, tous les 2 ou 3 jours, il m'appelait pour me tenir au courant. J'ai décidé de rester chez moi pour le moment. Après tout, c'était ma maison, même si Monica s'attendait sans doute à ce que je prenne une chambre individuelle. Chaque matin, je me levais, prenais mon petit déjeuner à la même table où David et moi avions partagé tant d'années, puis j'allais me promener dans le quartier.
Les voisins m'accueillaient avec ce mélange de pitié et de curiosité qu'ils avaient pour les veuves récentes. Margaret, ma voisine de toujours, est venue me voir un après-midi alors que j'arrosais les plantes devant la maison. Ma chère Hélène, est-ce vrai que Monica est partie en Europe et t'a laissée toute seule? Oui, Margaret, elle est partie avec Steven. Ils ont des projets là-bas. Et comment vas-tu faire pour vivre, ma belle? On sait tous que David n'a pas laissé beaucoup d'argent. Si seulement tu savais. Ai-je pensé? Ne t'inquiète pas, Margaret. Je vais bien. Tu as besoin de quelque chose? Je peux t'apporter à manger, t'aider à faire tes courses. Tu es très gentille, mais je vais bien, vraiment. Margaret m'a regardé avec cette expression que je connaissais bien. C'était le même regard qu'après les funérailles. Un mélange de sympathie et de soulagement que ce ne soit pas son problème. Eh bien, tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit. Ces conversations étaient monnaie courante. Le boucher, le boulanger, l'épicière du coin. Tous me parlaient avec cette douceur qu'ils emploient avec les personnes en difficulté. Et je hochais la tête, souriais et les remerciais de leur sollicitude. Mais au fond de moi, une partie de moi prenait plaisir à ce jeu. C'était comme mener une double vie. Un mercredi matin, Monsieur Williams m'appela. Madame Carter, j'ai une bonne nouvelle. J'ai pu annuler la vente de la maison de plage. Les acheteurs ignoraient que la vente était fictive et ont donc été remboursés sans problème. La maison est de nouveau à vous. Excellent, Monsieur Williams. Et l'immeuble où vit Monica? C'est plus compliqué. Techniquement, vous en avez toujours été la propriétaire par le biais de la société, mais nous devons effectuer quelques modifications administratives pour que vous en ayez la gestion directe. Cela devrait prendre encore 2 semaines. Parfait. Tenez-moi au courant. Après avoir raccroché, je me suis installée dans la cuisine avec mon café et j'ai pensé à Monica. Elle était en Europe depuis 3 semaines et je n'avais aucune nouvelle d'elle. Pas un appel, pas un message, même pas une carte postale. À ses yeux, j'avais cessé d'exister dès l'instant où elle avait obtenu l'argent dont elle avait besoin, mais je savais que cela allait bientôt changer. J'ai décidé d'aller voir la maison de plage. J'ai pris le bus pour la côte, le même trajet que David et moi avions emprunté des centaines de fois. La maison était exactement comme dans mon souvenir. Petite, peinte en crème, avec une véranda donnant sur l'océan. Les nouveaux propriétaires avaient posé quelques plantes en pot sur les marches, mais à part ça, tout était pareil. Je me suis assise sur le trottoir d'en face et je l'ai contemplé pendant 1 heure. Je me suis souvenu des après-midi d'été, quand Monica était petite, courant sur la plage et construisant des châteaux de sable. David faisant griller du poisson pendant que je préparais des salades dans la cuisine. Monica amenant ses amis, puis ses petits amis, puis Steven. Tous ces moments de bonheur qu'elle avait réduits à une simple transaction commerciale. Un homme âgé est sorti de la maison et m'a vue assise là. Il s'est approché, curieux. « Vous allez bien, madame? » « Oui, merci. Je me souviens. Je connaissais les anciens propriétaires. » « Oui, je les connaissais très bien. » « Quel dommage. Ils nous ont dit que la vieille dame était très malade et qu'elle devait vendre rapidement. On pensait avoir fait une bonne affaire, mais il s'avère que la vente était illégale. On a dû rendre la maison. Vous les connaissiez personnellement? Non. On est passé par des intermédiaires, mais ils nous ont dit que c'était la fille qui s'occupait de tout, car la mère n'en était pas capable. Quelle triste situation. Si seulement vous saviez à quel point c'était triste, ai-je pensé. Eh bien, je suis content que vous n'ayez pas perdu votre argent. Oui. Heureusement, tout s'est bien terminé. Mais maintenant, il faut qu'on cherche une autre maison. On aimait beaucoup celle-ci. Je suis parti le cœur lourd. Ce n'était pas seulement l'argent qui me faisait mal. C'était la facilité avec laquelle Monica avait menti sur moi. Elle avait inventé une histoire sur ma maladie. Elle avait utilisé ma prétendue faiblesse pour justifier ses actes. À ses yeux, je n'étais pas une personne avec des sentiments, mais un obstacle à éliminer. Ce soir-là, j'ai rappelé Monsieur Williams. Monsieur Williams, j'ai besoin de votre aide pour autre chose. Je veux récupérer le camion de David. Ce sera plus compliqué, Madame Carter. Le camion était à votre nom, mais votre fille avait une procuration qui l'autorisait à le vendre. Comment est-ce possible? Apparemment, vous avez signé cette procuration il y a quelques mois,
après le décès de votre mari. Vous ne vous en souvenez pas? Voilà, le moment où Monica avait commencé à tout planifier. Je me souvenais vaguement d'avoir signé des papiers qu'elle m'avait apportés, en me disant qu'ils faciliteraient les funérailles et le règlement de l'héritage. J'étais tellement bouleversée par le chagrin que j'ai signé sans lire. Quelle naïveté! Je comprends, Monsieur Williams. Y a-t-il un moyen de le récupérer? On peut essayer, mais ce sera plus compliqué. Il nous faudrait prouver que vous avez signé cette procuration sous la contrainte ou en mentant. Allons-y. Je veux récupérer tout ce qu'ils m'ont pris. Au cours des semaines suivantes, j'ai adopté une routine étrange. Le matin, j'étais la pauvre veuve que tout le monde connaissait. Je faisais mes courses, je discutais avec les voisins et je sauvais les apparences. Mais l'après-midi, je devenais une femme d'affaires. J'étudiais les papiers de David, je parlais à Monsieur Williams et je planifiais ma prochaine action. J'ai appris des choses sur l'argent que je n'aurais jamais cru nécessaires. J'ai découvert que David était bien plus malin que je ne le pensais. Chacun de ses investissements avait été mûrement réfléchi. L'immeuble où vivait Monica, par exemple, ne rapportait pas seulement des loyers. Il était situé dans un quartier dont la valeur augmentait rapidement. J'ai aussi découvert que Steven, le mari de Monica, était très endetté. Il avait contracté des prêts en utilisant leur appartement comme garantie, ignorant qu'il n'en était pas le véritable propriétaire. Quand les banques s'en rendraient compte, il allait avoir de sérieux problèmes. Un vendredi, Monsieur Williams m'a appelé avec une nouvelle importante. Madame Carter, tous les papiers sont réglés. Vous avez désormais la pleine propriété de tous vos biens. J'ai aussi récupéré le camion de David. L'acheteur s'est avéré être un ami, et quand je lui ai expliqué la situation, il a accepté de le rendre contre une petite somme. Excellent travail, Monsieur Williams. Maintenant, j'ai besoin de votre aide pour une dernière chose. Je veux que vous envoyiez une lettre à ma fille. Quel genre de lettre? Un avis d'expulsion. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Madame Carter, êtes-vous sûre de vouloir faire ça? Absolument sûre. Elle a décidé que je n'avais aucune importance dans sa vie. Maintenant, elle va se rendre compte de mon importance réelle. Je comprends. Voulez-vous que je l'envoie en Europe? Non. Je veux que vous la lui remettiez à son retour. J'ai le sentiment que ce sera très bientôt. Je ne m'étais pas trompée. Le même après-midi, Margaret est arrivée chez moi en courant, avec des nouvelles du quartier. Hélène, savais-tu que Steven a des problèmes avec la banque? Mon beau-frère, qui y travaille, m'a dit qu'ils enquêtaient sur des prêts qu'il avait contractés en utilisant leur appartement comme garantie, mais il s'avère que cet appartement ne lui appartient pas. Vraiment? Oui. Et il semblerait que Monica n'ait rien su. Ils disent qu'elle va devoir revenir d'Europe pour démêler cette histoire. Quelle situation compliquée. Oui. Et le pire, c'est que Steven lui a apparemment menti à propos de ses affaires en Europe. Il n'y avait pas d'affaires. Il voulait juste échapper à ses dettes ici. Parfait. Tout se déroulait exactement comme prévu. Monica avait fait confiance à Steven, elle avait renoncé à notre relation pour lui, et maintenant elle découvrait qu'il n'était pas celui qu'elle croyait. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda avec une tasse de thé et j'ai contemplé les étoiles. David disait que les étoiles étaient les âmes de ceux qui avaient vécu une vie pleine et veillé sur leur famille depuis le ciel. Si c'était vrai, alors il était là-haut, observant son plan se dérouler à la perfection. Merci, mon amour, dis-je au ciel. Merci de veiller sur moi-même après ta mort. Le lendemain, Monsieur Williams m'appela tôt. Madame Carter, j'ai des nouvelles. Votre fille vient d'arriver. Elle est seule à l'aéroport. Seule? Oui. Apparemment, Steven est resté en Europe. Il paraît qu'ils se sont violemment disputés. Je vois. Avez-vous envoyé la lettre? Je vais l'envoyer aujourd'hui. Elle devrait la recevoir demain. Je raccrochai et restai planté là, dans la cuisine, partagé entre la nervosité et l'excitation. Après tant de semaines de préparatifs discrets, le moment du premier pas concret était enfin arrivé. Monica allait découvrir que sa mère n'était pas la victime sans défense qu'elle croyait. Monica est arrivée à son appartement mardi soir. Je le savais parce que Margaret, qui semblait avoir des informateurs dans tout le quartier, est venue me le dire le lendemain. Hélène, ta fille est rentrée hier soir.
Je l'ai vue entrer avec une seule valise, mais elle avait l'air terrible, pâle, avec des cernes sous les yeux, comme si elle avait pleuré pendant tout le vol. Seule, complètement seule. Et chose étrange, Hélène, quand le portier lui a demandé les clés, elle ne les avait pas. Elle a dû demander au gérant de l'immeuble de la laisser entrer avec le double de secours. Intéressant. Steven avait les clés, ce qui signifiait qu'il avait probablement décidé de ne pas revenir. Ou peut-être que Monica avait découvert quelque chose à son sujet et s'était enfuie. En tout cas, ma fille était de retour, et elle allait bientôt recevoir mon petit cadeau de bienvenue. Monsieur Williams m'a appelé le même après-midi. Madame Carter, la lettre a été livrée il y a 1 heure. Le portier a confirmé que votre fille l'avait reçue en personne. Parfait. Combien de temps lui avons-nous donné? 30 jours pour quitter l'appartement, conformément à la loi. Mais Madame Carter, êtes-vous sûre de vouloir faire cela? C'est votre fille après tout. Monsieur Williams, ma fille m'a mise à la porte de chez moi en 2 minutes de téléphone. Elle a vendu mes affaires sans me demander mon avis. Elle m'a traité comme une moins que rien. Maintenant, elle va apprendre que les actes ont des conséquences. Je comprends. Je voulais juste m'assurer que vous aviez bien réfléchi aux conséquences. J'y ai pensé, Monsieur Williams. À toutes. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée éveillée à imaginer la tête de Monica en lisant la lettre. La confusion d'abord, puis l'incrédulité, puis la panique. Elle penserait sans doute à une erreur, à une tentative d'escroquerie. Mais en appelant pour vérifier, elle découvrirait que tout était parfaitement légal. Le lendemain, comme si elle attendait mon appel, le téléphone a sonné à 8 heures du matin. C'était Monica, et sa voix était désespérée. Maman. Maman, il faut que je te parle de toute urgence. Bonjour ma chérie. Comment était l'Europe? Maman, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. J'ai reçu une lettre très étrange hier. Elle dit que je dois quitter mon appartement dans 30 jours. Il doit y avoir une erreur, n'est-ce pas? Tu sais quelque chose à ce sujet? Un avis d'expulsion. Comme c'est étrange. De qui? D'une société dont je n'ai jamais entendu parler. Elle s'appelle. Attends, laisse-moi retrouver la lettre. David Investissement, INC. Tu connais cette société? David avait utilisé son propre nom pour la société. C'est bien trouvé. Non, ma chérie. Je n'ai jamais entendu ce nom. Tu es sûre que la lettre est authentique? C'est justement ce que je veux savoir. Maman, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas quoi faire. Steven m'a laissé en Europe. Il est parti avec une autre femme et maintenant je reviens ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà la confirmation. Steven l'avait abandonné. Sans doute quand il n'avait plus d'argent ou quand il a réalisé que les problèmes juridiques à la maison étaient plus graves qu'il ne le pensait. Pauvre Monica. Elle avait abandonné sa famille pour un homme sans valeur. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Où es-tu maintenant? Je suis dans l'appartement, mais je ne sais pas pour combien de temps. Maman, je peux venir te voir? J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je n'ai personne d'autre. Le retournement de situation était parfait. Maintenant qu'elle était seule, sans l'homme pour lequel elle m'avait abandonnée, elle se souvenait qu'elle avait une mère. Bien sûr, ma chérie. Viens quand tu veux. J'arrive. J'ai raccroché et je me suis regardée dans le miroir. Je devais être parfaite pour ce rôle. J'ai enfilé ma robe grise la plus simple, j'ai attaché mes cheveux simplement et j'ai répété mon expression de mère inquiète mais compréhensive. Quand Monica arriverait, elle verrait exactement ce à quoi elle s'attendait. Une veuve pauvre et faible, abandonnée par sa propre fille. Monica est arrivée 1 heure plus tard. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été surprise de la voir dans un tel état. Elle avait maigri, avait des cernes profonds et ses vêtements de marque étaient froissés et en désordre. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Maman », dit-elle, et pendant un instant, je crus qu'elle allait me prendre dans ses bras, mais elle s'arrêta, comme si elle se souvenait soudain comment les choses s'étaient terminées entre nous. « Entre, ma chérie. Tu veux un café? »« Oui, s'il te plaît. » Nous étions assises dans la cuisine, à la même table où j'avais lu les devoirs de David quelques semaines auparavant. Monica paraissait toute petite sur sa chaise, perdue, comme lorsqu'elle était enfant et qu'elle venait me parler de ses problèmes scolaires. « Maman,
Je suis tellement désolée de la façon dont je suis partie. Je sais que je ne t'ai pas bien traité. C'est du passé, ma chérie. Non, ce n'est pas le cas. Je t'ai maltraité. J'ai dit des choses horribles, et maintenant, sa voix s'est brisée. Maintenant, je n'ai plus personne. Qu'est-il arrivé à Steven? Il est parti avec une serveuse d'hôtel de 25 ans à Paris. Il s'avère qu'il n'a jamais rien fait en Europe. Tout était mensonge. Il voulait juste échapper à ses dettes et utiliser l'argent de la vente de ta maison pour financer son aventure. Toutes ses dettes? Oui, maman. Tellement de dettes. Il semblerait qu'il ait contracté des prêts pendant des années, en utilisant l'appartement où nous vivions comme garantie. Mais maintenant, je découvre qu'il n'était pas propriétaire de l'appartement. Comment est-ce possible? C'était l'occasion rêvée. Je ne sais pas, ma chérie. Les histoires de propriété, c'est très compliqué. Le problème, c'est que maintenant les banques me réclament ces dettes. Elles disent que comme on était mariés, je suis aussi responsable. Et en plus de ça, cet avis d'expulsion. Maman, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Je n'ai nulle part où aller. Elle se mit à pleurer. De vraies larmes de désespoir. Et pendant un instant, le cœur de ma mère s'adoucit. J'avais envie de la serrer dans mes bras, de la réconforter, de lui dire que tout irait bien. Mais je me suis souvenu de la froideur de sa voix quand elle m'a appelé du cabinet du médecin. De la facilité avec laquelle elle m'avait rejeté. De la façon dont elle m'avait parlé, comme si j'étais un fardeau. As-tu parlé à un avocat à propos de la lettre? Je n'ai pas d'argent pour un avocat, maman. On a dépensé tout notre argent en Europe. Steven a pris le peu qui restait quand il s'est enfui avec cette femme. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je me disais que je pourrais peut-être rester chez toi un moment, le temps de trouver un travail et un petit logement. Voilà la question que j'attendais. Après m'avoir mise à la porte, après avoir vendu toutes mes affaires, après m'avoir traitée comme une moins que rien, elle voulait maintenant que je la sauve. Elle voulait que la pauvre veuve qu'elle avait créée la sauve des conséquences de ses propres actes. Bien sûr, ma chérie, ce sera toujours ta maison. Monica me regarda avec surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si simple. Vraiment, maman, après tout ce qui s'est passé? Tu es ma fille, Monica. Ça ne changera jamais. Elle se leva et, cette fois, elle me serra dans ses bras. C'était une étreinte désespérée, celle de quelqu'un qui se noie et s'accroche à la seule chose qu'il peut trouver. Je la serrai à mon tour, mais sans l'amour inconditionnel d'avant. Maintenant, mon étreinte était chargée d'intention. Stratégie. Merci, maman. Je te promets que je trouverai bientôt un travail. Je ne serai pas un fardeau. Ne t'en fais pas pour l'instant. Repose-toi, remets-toi bien, et on verra ensuite quelles sont tes options. Monica est partie cet après-midi-là pour récupérer quelques affaires dans son appartement. Je suis restée dans la cuisine, songeant à la facilité avec laquelle tout s'était déroulé. Elle était venue à moi exactement comme je l'avais prévu. Brisée, désespérée, sans issue, et surtout, elle ne se doutait de rien. À ses yeux, j'étais toujours la pauvre mère abandonnée qui avait besoin de sa compassion. Mais ce n'était que la première étape de mon plan. L'héberger me donnerait l'occasion idéale pour la suite. J'allais la laisser s'installer, se sentir en sécurité et croire qu'elle avait trouvé refuge chez moi. Et puis, au moment où elle s'y attendrait le moins, j'allais lui apprendre la différence entre être pauvre par choix et être pauvre par la force des choses. Ce soir-là, j'ai appelé Monsieur Williams. Monsieur Williams, j'ai besoin que vous fassiez autre chose pour moi. Dites-moi, Madame Carter. Je veux que vous enquêtiez sur les dettes de Steven. Je veux savoir exactement combien il doit à qui, et quelles sont mes options légales pour les séparer de ma fille. Cela prendra du temps, mais c'est possible. Parfait. Et Monsieur Williams, je vous demande de garder le secret absolu. Personne ne doit savoir que je suis à l'origine de cette enquête. Bien sûr, Madame Carter. Puis-je vous demander quel est votre plan final? Mon plan, Monsieur Williams, est très simple. Je vais sauver ma fille, mais elle doit d'abord comprendre ce que signifie vraiment toucher le fond. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre du vin que David gardait pour les grandes occasions. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vécu un moment aussi spécial. La partie avait commencé,
Et pour la première fois depuis des mois, j'avais toutes les cartes en main. Le lendemain, Monica emménageait chez moi. Elle est arrivée avec 2 valises et un carton, tout ce qui restait de son ancienne vie. Je la regardais déballer ses affaires dans sa vieille chambre, celle-là même où elle avait dormi adolescente, et je voyais la honte dans chacun de ses gestes. Elle était passée d'un appartement luxueux à un refuge dans sa chambre d'enfance. « Maman, j'ai trouvé ça dans l'appartement », dit-elle en me montrant une enveloppe brune. C'était parmi les affaires de Steven. Il y a ton nom dessus. C'était une autre enveloppe de David. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé mon calme. Mon nom. Étrange. Oui, regarde. Elle me montra l'enveloppe. Oui, mon nom y était écrit de la main de David, mais cette enveloppe était différente de celle que j'avais trouvée dans ma commode. Celle-ci était plus petite, plus récente. Peut-être que Steven l'a trouvée parmi les affaires de papa à sa mort et a oublié de me la donner, dit Monica. C'est possible. Je peux la voir? J'ouvris l'enveloppe en sa présence. À l'intérieur, il y avait une courte lettre et une petite clé. La lettre disait: Hélène, si tu lis ceci après avoir reçu l'enveloppe principale, cela signifie que notre fille traverse une période difficile. Cette clé ouvre un coffre-fort à la succursale du centre-ville de la Banque centrale. Le numéro est le 247. Il y a quelque chose là-bas qui peut t'aider à l'aider, mais utilise-le avec sagesse. Avec tout mon amour, David. Moniaco lut la lettre par-dessus mon épaule. Un coffre-fort? Papa avait un coffre-fort. Je n'en avais aucune idée. Moi non plus, j'ai menti. Ton père ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Tu crois qu'on devrait aller voir ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas, ma chérie. Il vaut peut-être mieux laisser les choses en l'état. Mais, maman, il y a peut-être quelque chose d'important là-dedans. Des papiers, ou je ne sais pas, peut-être quelque chose de précieux qui pourrait nous aider. Le désespoir dans sa voix était évident. Monica s'accrochait à la moindre possibilité de se sortir de cette situation, et j'allais la laisser espérer encore un peu avant de lui révéler toute la vérité. D'accord, dis-je après une pause voulue. On peut y aller demain. Ce soir-là, Monica et moi avons dîné ensemble pour la première fois depuis des mois. Elle avait cuisiné, voulant se rendre utile, mais le plat avait un goût de culpabilité et de désespoir. Elle m'a raconté plus de détails sur ce qui s'était passé en Europe, et chaque histoire était pire que la précédente. Steven a menti sur tout, maman, pas seulement sur l'entreprise, mais aussi sur les dettes. Je pensais qu'il ne devait qu'une petite somme, mais il s'avère qu'il doit plus de 100 000 $. Et le pire, c'est qu'il a utilisé mon nom pour certains prêts à mon insu. Comment est-ce possible? Il a falsifié ma signature. Quand je l'ai épousé, je lui ai donné des papiers pour gérer notre compte joint. Je n'aurais jamais imaginé qu'il les utiliserait pour ça. Avez-vous un moyen de prouver que vous n'étiez pas au courant? Je ne sais pas. C'est tellement compliqué. Les banques disent que, puisque nous sommes mariés, je suis responsable de toutes ces dettes de toute façon. Et le divorce? Je ne sais même pas où est Steven maintenant. Il a disparu. Son téléphone est éteint. Il ne répond pas aux emails. Rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Parfait. Steven s'était enfui comme le rat qu'il a toujours été, laissant Monica affronter seule les conséquences de ses actes. D'une certaine manière, il m'avait rendu service. Maintenant, ma fille vivait exactement ce que j'avais ressenti lorsqu'elle m'avait abandonné. Trahie par quelqu'un en qui elle avait une confiance absolue. Je suis tellement désolée, ma chérie. Je ne savais pas que la situation était si grave. Moi non plus, maman. Je croyais que Steven m'aimait, qu'on allait construire quelque chose ensemble, mais en fait, je n'étais qu'un moyen facile pour lui d'obtenir de l'argent et des papiers. Monica se remit à pleurer. Comment ai-je pu être aussi naïve? Comment ai-je pu ne pas voir qui il était vraiment? J'étais tentée de lui dire que j'avais vu les signes dès le début, que j'avais essayé de la prévenir que Steven n'avait jamais semblé digne de confiance, mais cela aurait brisé mon rôle de mère douce et faible. L'amour peut parfois aveugler, ma chérie. Ne t'en veux pas. Mais maman, je n'ai pas seulement gâché ma vie. J'ai gâché la tienne aussi. Je t'ai maltraité. J'ai pris ta maison, ton camion, tes affaires, tout ça pour le donner à un homme qui m'a abandonné à la première occasion. Maintenant, nous sommes 2 pauvres femmes qui essayons de survivre à cause de moi. C'est du passé, Monica.
Tout ira bien. Non, ce n'est pas le cas. Maintenant, nous sommes toutes les deux dans une situation délicate à cause de mes erreurs. Tu as tout perdu de l'héritage de papa et moi. J'ai perdu mon mariage et mon avenir. Nous sommes deux femmes pauvres qui tentent de survivre. Si seulement elle savait. Je pensais qu'à cet instant précis, j'étais plus riche qu'elle ne pouvait l'imaginer, que j'étais propriétaire de l'immeuble où elle habitait, que je pourrais résoudre tous ses problèmes d'un simple coup de fil. Mais ce n'était pas encore le moment. Le lendemain, nous sommes allés à la banque. Monica était nerveuse, mais pleine d'espoir. Je continuais à jouer la veuve désemparée qui n'y connaissait rien en argent. L'employé de la banque nous a conduits au coffre, a vérifié ma pièce d'identité et a ouvert le coffre numéro 247. À l'intérieur, des bijoux, des tas de bijoux, bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles. J'ai reconnu certains bijoux de famille de David. D'autres m'étaient totalement inconnus. Il y avait aussi une lettre expliquant la provenance de chaque bijou et sa valeur approximative. Monica a poussé un cri d'effroi. « Maman, ça doit valoir une fortune. » « Tu crois ? » ?»« Oui. »« Regarde cette émeraude dans ce collier de perles. »« Maman, papa a sauvé un trésor. » D'après la lettre de David, les bijoux valaient environ 200 000 $. C'était une somme importante, mais rien comparé à tout le reste de mes biens. C'était comme trouver quelques pièces sous le canapé quand on a $1 million à la banque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, maman? Je ne sais pas, ma chérie. Ce sont des souvenirs de famille. Mais, maman, on pourrait en vendre quelques-uns. Avec cet argent, tu pourrais récupérer ta maison de plage, et je pourrais rembourser une partie des dettes de Steven. Ça y était encore. Même quand elle trouvait quelque chose de valeur, la première réaction de Monica était de penser à comment l'utiliser pour résoudre les problèmes que Steven avait causés. Elle n'avait encore rien appris. Tu es sûre de vouloir utiliser l'héritage de ton père pour payer les dettes de Steven? Quelle autre option ai-je, maman? Si je ne paie pas bientôt, les banques vont tout me prendre. Et techniquement, je ne possède rien. Tout était au nom de Steven. Réfléchis bien, ma chérie. Une fois ces bijoux vendus, tu ne pourras plus les récupérer. Je sais, mais que faire d'autre? Impossible de trouver du travail avec tous ces problèmes juridiques. Aucun employeur ne voudra embaucher quelqu'un avec autant de problèmes judiciaires. Nous avons ramené les bijoux à la maison. Monica les a étalés sur la table de la cuisine et les a examinés un par un, calculant lesquels elle pouvait vendre et lesquels elle pouvait garder. C'était déchirant de la voir réduire des décennies d'histoire familiale à des chiffres sur une feuille de papier. « Maman, je pense pouvoir en tirer 180 000 $, a-t-elle dit un après-midi, en comptant sur sa feuille de papier. C'est moins que ce que j'espérais, mais c'est suffisant pour rembourser les dettes les plus urgentes. Tu es sûre de vouloir faire ça? Je n'ai pas le choix. Si je ne paie pas quelque chose rapidement, ils vont tout prendre. Même cette maison pourrait être menacée s'ils prouvent que j'ai un lien légal avec ces biens. Quelle situation absurde. Monica craignait de perdre une maison m'appartenant, et de devoir rembourser les dettes d'un homme qui l'avait abandonnée avec l'argent de bijoux ayant appartenu à celui-là même qui avait bâti la fortune qui aurait pu la sauver. Comment choisir quelle dette rembourser en premier? J'ai consulté une conseillère financière à la banque. Elle m'a conseillé de me concentrer sur les dettes solidement garanties, car ce sont celles qui peuvent affecter mes biens ou entraîner une saisie immédiate. Monica avait tellement changé en quelques semaines. Celle qui avait vendu mes affaires sans me consulter examinait désormais avec soin chaque décision financière. La souffrance l'avait rendue plus responsable, mais aussi plus fragile. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait les documents relatifs aux dettes sur la table, j'ai reçu un appel de Monsieur Williams. « Madame Carter, j'ai un rapport complet sur les dettes de Steven. La situation est pire que je ne le pensais. » « À quel point ? » Il doit plus de 200 000 $ à plusieurs banques et a également des dettes auprès de prêteurs privés. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il a utilisé de faux papiers avec la signature de votre fille pour certains de ses prêts. Cela signifie que Monica est légalement responsable. C'est compliqué. Si nous pouvons prouver qu'elle n'était pas au courant, nous pourrons peut-être l'aider à se désendetter partiellement. Mais ce sera long et coûteux. Combien cela coûtera-t-il ? Pour un bon avocat spécialisé dans ce genre d'affaires, probablement 50 000 $ et le succès n'est pas garanti. Je comprends. Et si elle rembourse simplement les dettes?
Si elle a l'argent, ce serait la solution la plus rapide. Mais je doute qu'elle puisse réunir une telle somme. Monsieur Williams, je vous demande de préparer tous les documents nécessaires pour que ma fille se désendette, mais ne lui dites rien pour l'instant. Vous allez payer Madame Carter? Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma fille, mais cela doit se faire d'une manière très précise. Quand j'ai raccroché, j'ai trouvé Monica dans le salon, le regard triste fixé sur les bijoux. Elle avait l'air perdue, comme une enfant qui aurait cassé son jouet préféré et ne saurait pas le réparer. À quoi penses-tu, ma chérie? À papa. À sa déception s'il voyait ce que j'ai fait de ma vie. Ton père t'aimait beaucoup, Monica. Il comprendrait. Non, maman. Il m'a appris à être responsable, à chérir la famille, à ne pas être égoïste. Et j'ai fait exactement le contraire. J'ai abandonné ma mère pour un homme qui s'est révélé être un menteur. J'ai vendu les souvenirs de ma famille pour de l'argent. J'ai détruit tout ce qu'il avait construit. Pour la première fois depuis son retour, j'ai entendu un véritable regret dans sa voix. Ce n'était pas seulement une plainte sur les conséquences de ses actes, mais une véritable reconnaissance de sa faute morale. On fait tous des erreurs, ma chérie. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Mais comment apprendre de ça, maman? Comment réparer les dégâts que j'ai causés? Voilà la question que j'attendais. Monica était enfin prête à affronter la vérité sur ses actes et leurs conséquences. Mais il n'était pas encore temps de dévoiler mon atout maître. Je devais d'abord la laisser toucher le fond. Les jours suivants furent cruciaux pour mon plan. Monica décida de vendre la plupart des bijoux, ne gardant que la bague de fiançailles que David m'avait offerte et un petit collier ayant appartenu à sa grand-mère. Je la regardais se préparer à aller chez les bijoutiers, à comparer les prix et à négocier avec les acheteurs. C'était déchirant de la voir réduire des décennies d'histoire familiale à de simples transactions commerciales, mais c'était nécessaire pour qu'elle comprenne la véritable portée de ses décisions. Maman, j'ai obtenu 180 000 $ pour les bijoux, m'annonça-t-elle un après-midi en comptant l'argent sur la table de la cuisine. C'est moins que ce que j'espérais, mais c'est suffisant pour rembourser les dettes les plus urgentes. Es-tu sûre de vouloir faire ça? Je n'ai pas le choix. Si je ne rembourse pas quelque chose rapidement, ils vont tout prendre. Même cette maison pourrait être menacée s'ils prouvent que j'ai un lien légal avec ces biens. Et comment vas-tu décider quelle dette rembourser en premier? J'ai consulté un conseiller financier à la banque. Elle m'a dit de me concentrer sur les dettes solidement garanties, car ce sont celles qui peuvent affecter les biens ou entraîner une saisie immédiate. Ce soir-là, pendant qu'elle rangeait les papiers des dettes sur la table, j'ai reçu un appel de Monsieur Williams. Madame Carter, j'ai une nouvelle importante. Nous avons réussi à localiser Steven. Où est-il? À Paris, comme votre fille le soupçonnait. Mais voici le plus intéressant. Il essaie d'obtenir un titre de séjour français grâce à un mariage blanc avec la jeune femme dont votre fille vous a parlé. Un mariage blanc? Oui. Apparemment, la jeune femme a besoin de papiers et lui, d'un moyen de rester en Europe sans être renvoyée. Mais le plus important, c'est que nous avons trouvé des preuves qu'il a délibérément falsifié les papiers de votre fille dans le but de fuir le pays. Cela signifie que Monica peut se libérer de ses dettes. Grâce à ces preuves, nous pouvons prouver la fraude et la contrainte. Votre fille n'aura rien à payer pour ce que Steven a fait dans son dos. C'était parfait. J'avais trouvé un moyen de sauver Monica de toutes ses dettes, légalement, sans qu'elle se doute de rien. Monsieur Williams, je veux que vous lanciez les démarches juridiques immédiatement. Ne dites rien à ma fille pour l'instant. Je veux que tout soit terminé avant de lui en parler. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Bien compris. Cela prendra environ 3 semaines, peut-être un mois. Parfait. Quand j'ai raccroché, Monica m'a regardé avec curiosité. Qui était ce, maman? Une dame qui demandait des nouvelles de Madame Thompson, notre voisine du coin. Elle s'était trompée de numéro. Mentir était devenu facile. Chaque jour qui passait, je me sentais plus à l'aise dans cette double vie que je menais. D'un côté, j'étais la mère pauvre et abandonnée que Monica croyait que j'étais. De l'autre, j'étais une femme riche, œuvrant discrètement pour le salut et l'éducation de ma fille. Pendant les 2 semaines qui suivirent, j'ai vu Monica se débattre avec des décisions qu'elle n'avait jamais eu à prendre. Comment faire pour se nourrir? Comment négocier avec les créanciers? Comment chercher du travail avec un dossier de crédit ruiné? Ce fut un apprentissage cruel,
mais nécessaire. Maman, j'ai passé 3 entretiens d'embauche aujourd'hui, m'a-t-elle annoncé un soir, rentrant à la maison les pieds enflés et le visage fatigué. 2 entreprises m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas m'embaucher à cause de mes problèmes juridiques. La 3e m'a proposé un emploi à temps partiel de nettoyage de bureau la nuit. Tu vas accepter? Je n'ai pas le choix. C'est mal payé, mais c'est mieux que rien, et je peux travailler la nuit pour continuer à chercher mieux la journée. Voir ma fille, qui avait vécu confortablement pendant plus de 40 ans, se préparer à faire le ménage dans des bureaux la nuit, m'a brisé le cœur. Mais j'étais aussi remplie de fierté. Elle affrontait enfin la réalité sans attendre que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. Tu es sûre de pouvoir supporter un travail aussi physique? Il va falloir que j'apprenne. Je ne peux plus être un fardeau pour toi, maman. C'est déjà assez dur que tu m'héberges gratuitement. C'est ta maison, Monica. Non, maman. C'est ta maison et je suis là grâce à ta gentillesse, mais je ne vais pas en abuser éternellement. Un soir, alors que Monica faisait son premier ménage, Margaret est venue nous rendre visite. Elle s'est assise avec moi dans la cuisine, buvant du thé et regardant les photos de famille accrochées au mur. Hélène, je dois te demander quelque chose. Savais-tu que Monica allait revenir dans cet état? Que veux-tu dire? Eh bien, quand elle est partie, elle semblait si sûre d'elle, si imbuvable. Elle parlait de la vie formidable qu'elle allait mener en Europe, du succès de Steven. Et maintenant, elle est de retour, complètement brisée, à faire le ménage, à vivre de nouveau chez toi. La vie réserve bien des surprises, Margaret. Oui, mais il y a autre chose. J'observe Monica ces derniers temps, et elle a changé. Non seulement triste, mais aussi humble, comme si elle avait appris une leçon importante. Margaret avait toujours été très observatrice. À votre avis, qu'a-t-elle appris? Je pense qu'elle a compris la valeur des choses qu'elle tenait pour acquises, comme le fait d'avoir une mère qui l'aime inconditionnellement. Peut-être. Hélène, puis-je te dire quelque chose? Quand Monica est partie et t'a si maltraitée, beaucoup d'entre nous pensaient que tu ne lui pardonnerais jamais. Et pourtant, te voilà à nouveau à prendre soin d'elle, à lui offrir un foyer alors qu'elle n'a nulle part où aller. C'est ma fille, Margaret. Oui, mais toutes les mères n'agiraient pas comme toi, surtout après avoir été traitée de la sorte. Si seulement Margaret savait toute la vérité, que j'avais le pouvoir de résoudre tous les problèmes de Monica, mais que j'ai choisi de la laisser souffrir encore un peu pour qu'elle comprenne la leçon. Penses-tu que je fais bien? Je pense que tu agis comme une bonne mère, mais je pense aussi que Monica doit pleinement comprendre ce qu'elle a perdu en t'abandonnant. Que veux-tu dire? Je pense qu'elle doit te considérer non seulement comme la mère qui la sauve quand elle est en difficulté, mais aussi comme la femme forte qui a construit une vie stable pendant 45 ans. Elle doit te respecter, pas seulement avoir besoin de toi. Margaret avait vu juste. C'était précisément le but de tout mon plan. Je ne voulais pas que Monica revienne vers moi par désespoir, mais par respect et amour véritable. Et comment crois-tu que cela puisse se produire? Je pense que c'est déjà en train de se produire. Je l'ai vu ces derniers jours, Hélène. Sa façon de te parler est complètement différente. Ce n'est plus la fille qui te donne des ordres ou te considère comme un fardeau. Maintenant, c'est une femme adulte, sincèrement reconnaissante d'avoir une mère comme toi. Ce soir-là, quand Monica est rentrée du travail, je l'ai vue arriver fatiguée, mais avec une dignité nouvelle. Elle avait gagné ses quelques dollars à la sueur de son front, et cela comptait pour elle. Comment s'est passée ta première journée? Difficile, mais pas aussi terrible que je le craignais. Les autres femmes qui travaillaient là-bas m'ont beaucoup aidé. L'une d'elles, Madame Rodriguez, m'a appris des astuces pour nettoyer plus efficacement. Madame Rodriguez? Oui. Elle a 60 ans et fait le ménage dans des bureaux depuis 20 ans. Elle m'a raconté qu'elle avait commencé après que son mari l'ait quittée avec 3 jeunes enfants. Elle dit que ce n'est pas le travail dont elle rêvait, mais que cela lui a apporté indépendance et dignité. Elle a l'air d'une femme sage. Elle l'est. Elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Elle m'a expliqué qu'il y a 2 types de personnes qui finissent par faire ce travail. Celles qui n'ont jamais eu d'opportunité et celles qui ont gâché celles qu'elles ont eues. Elle m'a demandé à quel groupe j'appartenais. Et que lui as-tu répondu? Je lui ai dit la vérité. J'avais eu toutes les opportunités du monde, une famille aimante, une maison stable, un héritage, et j'avais tout gâché en suivant un homme sans valeur. Qu'a-t-elle dit?
Elle a ri et a dit, « Eh bien, ma chérie, au moins tu sais exactement pourquoi tu es là. Cela te donne une longueur d'avance sur la plupart des gens. » Monica s'est versé un verre d'eau et s'est assise avec moi à table. « Maman, je veux que tu saches quelque chose. Ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus importantes. Pourquoi? Parce que je comprends enfin ce qui compte vraiment. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas vivre dans l'appartement le plus luxueux. Ce n'est pas impressionner les gens. C'est avoir des gens qui vous aiment sincèrement, qui sont là quand tout s'écroule. Monica. Non. Laisse-moi finir. Tu as toutes les raisons de me haïr pour ce que je t'ai fait. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai pris tout ce que papa t'a laissé. Je t'ai traité comme si tu étais un problème. Et maintenant, me revoilà à attendre que tu me pardonnes et que tu prennes soin de moi. Je t'ai déjà pardonné, ma chérie. Mais je ne me suis pas pardonné, et je ne me pardonnerai pas tant que je n'aurai pas prouvé que j'ai vraiment changé, que j'ai tiré les leçons de mes erreurs. Monsieur Williams m'a appelé le lendemain matin. Madame Carter, j'ai une excellente nouvelle. La procédure judiciaire est presque terminée. Nous pouvons libérer votre fille de toutes les dettes de Steven. Il était temps. Après des semaines à observer Monica lutter, travailler et ruminer ses erreurs, le moment était enfin venu de lui montrer qu'elle n'avait jamais été seule, que quelqu'un avait toujours veillé discrètement sur elle. Monsieur Williams, je vous prie d'organiser une rencontre. Il est temps que ma fille sache toute la vérité. Monsieur Williams organisa la rencontre pour vendredi matin à son bureau. J'ai dit à Monica que j'avais pris rendez-vous avec un avocat qui pourrait l'aider avec ses problèmes juridiques, mais je ne lui ai pas donné de détails. Elle a accepté de venir, bien qu'elle s'inquiète du coût de la consultation. Maman, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. J'ai à peine de quoi payer les dépenses de base. Ne t'en fais pas pour l'instant, ma chérie. Écoutons ce qu'il a à dire. Nous sommes arrivés à l'heure au bureau de Monsieur Williams. Monica avait mis ses plus beaux vêtements, qui paraissaient maintenant un peu grands sur sa silhouette amincie. Nerveuse, elle se tordait les mains, s'attendant à une nouvelle mauvaise nouvelle qui viendrait s'ajouter à sa liste interminable de problèmes. Monsieur Williams nous a accueillis avec son sourire professionnel habituel. Madame Carter, Mademoiselle Carter, merci d'être venue. Merci de nous recevoir, répondit Monica. Je dois toutefois vous prévenir que ma situation financière est très compliquée et que je ne pourrai probablement pas me permettre des honoraires élevés. C'est précisément ce dont nous allons parler, dit Monsieur Williams en échangeant un regard avec moi. Mais d'abord, j'ai besoin que vous examiniez ces documents. Monsieur Williams tendit à Monica un épais dossier. Elle l'ouvrit et commença à lire, son expression passant peu à peu de la confusion à la surprise. Je ne comprends pas. Ces documents disent que Steven a falsifié ma signature, qu'il existe des preuves de fraude, que je ne suis pas responsable des dettes. C'est exact. Nous enquêtons sur votre cas depuis plusieurs semaines. Nous avons trouvé suffisamment de preuves pour démontrer que vous avez été victime d'usurpation d'identité. Mais comment est-ce possible? Qui a financé cette enquête? Je n'ai pas d'argent pour ça. Monsieur Williams me regarda. C'était le moment. Monica, il faut que je te dise quelque chose. Quoi, maman? Je pris une profonde inspiration. Après des semaines à faire semblant, j'allais enfin révéler la vérité. Ton père m'a laissé bien plus que tu ne le pensais. Beaucoup plus. Que voulez-vous dire? Monsieur Williams, montrez-lui les autres papiers. Monsieur Williams sortit un deuxième dossier et le tendit à Monica. Cette fois, il s'agissait des titres de propriété, des relevés bancaires, des certificats d'investissement, de toute la fortune que David avait bâtie en secret. Monica lut en silence pendant plusieurs minutes. Son visage exprima toute une gamme d'émotions, confusion, incrédulité, choc, et enfin, la compréhension. « Maman, ceci prouve que tu es la propriétaire de l'immeuble où j'habitais. » « Oui. » « Et que tu as d'autres biens, des comptes en banque, des placements. » « Oui. » « Cela signifie que lorsque j'ai vendu la maison de plage, c'était ta maison et que la vente était fictive. Je l'ai déjà récupérée. Monica fixait les papiers, essayant d'assimiler l'information. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis le jour où tu m'as appelé du cabinet du médecin. Tu savais tout cela quand je suis revenue d'Europe pour te demander de l'aide? Oui.
Tu savais que tu pouvais résoudre tous mes problèmes quand tu me voyais pleurer tous les soirs? Oui. Un long silence pesant s'installa. Monica referma les dossiers et me regarda droit dans les yeux. Pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu laissé souffrir alors que tu aurais pu m'aider? C'était la question que j'attendais depuis des semaines. Parce que tu avais besoin d'apprendre quelque chose que tu ne pouvais pas apprendre autrement. Quoi? Tu avais besoin d'apprendre la valeur des choses que tu avais perdues. La valeur de la famille, du respect, des responsabilités. Quand tu m'as abandonné, tu ne m'as pas seulement pris de l'argent. Tu m'as volé ma dignité. Mon amour. Ma confiance. Monica se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement sur elle-même comme celles qu'elle avait versées ces dernières semaines. C'étaient des larmes de profonde compréhension. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Oui. Je t'ai traité comme une moins que rien. Oui. Et pourtant, tu m'as sauvé. Oui, mais pas comme tu l'imaginais. Je ne t'ai pas sauvé en te donnant de l'argent pour que tu continues à faire les mêmes erreurs. Je t'ai sauvé en te laissant toucher le fond pour que tu apprennes à te sauver toi-même. Monsieur Williams intervint discrètement. Mademoiselle Carter, votre mère a réglé tous les frais de justice pour vous libérer des dettes de Steven. Elle a également récupéré tous les biens vendus frauduleusement. Vous êtes désormais libre de tout problème juridique. Et le travail de femme de ménage que j'ai trouvé? Tu peux démissionner si tu veux, lui ai-je dit. Mais j'espère que tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que ce travail vous apprend quelque chose que vous n'avez jamais appris quand tout était facile. Il vous enseigne la valeur de vos propres efforts, la dignité du travail honnête, l'importance de chérir chaque dollar que vous gagnez. Monica essuya ses larmes et me regarda avec une expression que je ne lui avais pas vue depuis des années. Ce n'était pas le regard d'une fille qui a besoin de sa mère, mais celui d'une femme adulte qui respecte une autre femme. Tu me pardonnes, maman? Je t'ai pardonné il y a longtemps, ma chérie. La question est, peux-tu te pardonner à toi-même? Je ne sais pas si je le peux. J'ai fait des choses impardonnables. Tout le monde fait des erreurs, Monica. L'important, c'est ce que l'on fait après les avoir reconnus. Monsieur Williams nous laissa seuls dans son bureau quelques minutes. Monica et moi restâmes assises en silence, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Même si tu n'avais pas tout cet argent, même si tu étais vraiment la pauvre veuve que je croyais, j'aurais tiré la même leçon. Quelle leçon? Qu'il n'y a rien de plus précieux que d'avoir quelqu'un qui vous aime quoi qu'il arrive. Ces dernières semaines, la seule chose qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau, c'est de savoir que j'avais un foyer avec toi. Peu importe à quel point j'avais gâché ma vie, tu restais ma mère. Ça ne changera jamais, Monica. Je sais. Mais je sais aussi que je ne peux plus jamais considérer cet amour comme acquis. Je dois le mériter chaque jour par le respect, la gratitude, par mes actes, pas seulement par des paroles. Nous avons quitté le bureau de Monsieur Williams avec une relation complètement nouvelle. Nous n'étions plus une mère et sa fille unies par le sang et les habitudes. Nous étions deux femmes adultes qui s'étaient choisies après avoir traversé l'épreuve la plus difficile qui soit. Les semaines suivantes furent consacrées à la reconstruction, mais pas comme Monica l'avait imaginé. Même si elle savait maintenant que j'avais les moyens de résoudre tous ces problèmes, elle décida de garder son travail de femme de ménage de nuit. « Maman, je dois finir ce que j'ai commencé », me dit-elle un après-midi en se préparant pour le travail. Je ne peux pas simplement reprendre une vie confortable comme si de rien n'était. Tu es sûre? Tu n'es pas obligé de te punir éternellement. Ce n'est pas une punition. C'est une façon de me souvenir de qui j'étais et de qui je veux devenir. Je l'ai regardé enfiler son uniforme de travail, chose impensable il y a quelques mois encore, lorsqu'elle vivait dans le luxueux appartement avec Steven. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, dans sa façon de bouger. Elle n'était plus la femme brisée qui était arrivée en pleurs à ma porte. Elle était devenue quelqu'un qui avait retrouvé sa dignité grâce à un travail honnête. Margaret est venue me voir cet après-midi-là, comme elle le faisait tous les 2 ou 3 jours depuis le retour de Monica. Hélène, il y a des rumeurs très étranges qui circulent dans le quartier. Quel genre de rumeurs? On dit que tu n'es pas aussi pauvre qu'on le pensait. Quelqu'un a vu Monica sortir d'un cabinet d'avocat très chic en centre-ville, puis rembourser toutes ses dettes à la banque. Les gens parlent beaucoup, Hélène. Oui,
Mais on dit aussi que tu as récupéré ta maison de plage et que tu as réussi, on ne sait comment, à régler tous les problèmes juridiques de Monica. Ça coûte cher, Hélène. Margaret me connaissait trop bien pour la tromper longtemps. Que veux-tu savoir exactement? Je veux savoir si mon ami de 40 ans m'a menti sur sa situation. Je me suis versé une tasse de thé et me suis assise en face d'elle. Il était temps d'être honnête avec quelqu'un d'autre. David m'a laissé bien plus que ce que quiconque pouvait imaginer, Margaret. Bien plus. Combien? Suffisamment pour que Monica et moi n'ayons plus jamais à nous soucier d'argent. Margaret resta silencieuse un instant, assimilant l'information. Et pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre pendant tous ces mois? Parce que j'avais besoin que Monica apprenne quelque chose qu'elle ne pouvait apprendre autrement. Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique cruel de Monica, mon plan de vengeance silencieuse, les semaines passées à la voir sombrer, et enfin la révélation dans le bureau de Monsieur Williams. Hélène, c'est à la fois génial et terrible. Terrible? Oui, parce que tu as laissé ta propre fille souffrir alors que tu aurais pu l'aider immédiatement. Mais aussi génial parce que je comprends pourquoi tu as fait ça. Vraiment? Oui. Monica devait comprendre la valeur de ce qu'elle avait perdu. Si vous lui aviez simplement donné de l'argent pour régler ses problèmes, elle aurait appris qu'il y a toujours quelqu'un pour la sauver des conséquences de ses mauvaises décisions. Exactement. Mais Hélène, cela ne vous a-t-il pas fait mal de la voir souffrir? Je la voyais pleurer tous les jours, toutes les nuits. Je la voyais se lever pour aller travailler, épuisée et abattue. Mais je savais que si je la sauvais trop tôt, elle n'aurait pas tiré toute la leçon. Et pensez-vous qu'elle l'ait comprise? Regardez par vous-même. Monica sait qu'elle a maintenant les moyens de vivre confortablement, mais elle a choisi de garder son travail. Elle sait qu'elle pourrait déménager dans un endroit meilleur, mais elle a décidé de rester ici avec moi. Elle sait qu'elle n'a plus à s'inquiéter des dettes, mais elle utilise ses économies pour aider d'autres femmes dans des situations similaires. Elle aide d'autres femmes. Oui, elle s'est liée d'amitié avec ses collègues et utilise une partie de l'argent gagné en faisant le ménage pour aider une collègue qui a du mal à payer la garderie de son fils. Margaret sourit. Ce n'est pas la Monica qui est partie en Europe. Non, ce n'est pas elle. Cette Monica-ci comprend que l'argent est un outil, pas une fin en soi. Elle comprend que la dignité vient du travail et du respect, pas des biens matériels. Ce soir-là, en rentrant du travail, Monica m'a trouvé en train de lire dans le salon. Maman, il faut que je te raconte quelque chose. Aujourd'hui, Madame Rodriguez m'a demandé si j'étais la fille de la riche dame du nord de la ville. Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai dit oui, que tu avais assez d'argent pour que je n'ai pas besoin de travailler. Et tu sais ce qu'elle m'a demandé ensuite? Quoi? Elle m'a demandé pourquoi je travaillais encore. Alors je lui ai expliqué que c'était parce que j'avais besoin de me prouver que je pouvais être indépendante. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a ri et a dit, « Ma chérie, c'est la différence entre être riche et faire semblant de l'être. Ta mère t'a appris à être vraiment riche. » Madame Rodriguez est très sage. C'est vrai. Et elle m'a fait comprendre quelque chose d'important. Ce n'est pas l'argent que l'on possède qui compte, mais la façon dont on l'utilise et dont on le perçoit. Monica s'est assise avec moi sur le canapé. Maman, je veux que tu saches que j'ai pris une décision. Je vais continuer à vivre ici avec toi, mais pas comme une fille revenue vivre chez ses parents. Je veux rester ici en tant que femme adulte qui choisit de partager sa vie avec sa mère. Quelle est la différence? La différence, c'est que je vais payer ma part des dépenses. Je vais contribuer à l'entretien de la maison et je vais considérer cette relation comme un partenariat entre deux femmes indépendantes qui s'aiment et se respectent. Monica, tu n'es pas obligée. Si, je le suis. Maman, j'ai besoin que notre relation soit différente d'avant. Avant, j'étais une fille qui tenait l'amour et l'attention de sa mère pour acquis. Maintenant, je veux être une femme adulte qui valorise et prend soin de la relation la plus importante de sa vie. Et ton travail? Je vais continuer à travailler, mais pas forcément à faire le ménage dans des bureaux toute ma vie. Je veux reprendre mes études. Je veux me préparer à faire quelque chose de plus significatif dans ma vie. Mais je veux y aller étape par étape, en méritant chaque opportunité. As-tu une idée de ce que tu veux étudier? Oui, je veux étudier le travail social. Ces dernières semaines m'ont fait prendre conscience du nombre de personnes qui traversent des situations difficiles sans aucun soutien.
Je veux utiliser les ressources dont nous disposons pour aider d'autres femmes qui vivent ce que j'ai vécu. C'était parfait. Monica avait non seulement appris à apprécier ce qu'elle avait, mais elle avait aussi trouvé un moyen d'utiliser son expérience de manière constructive. Et Steven? Monsieur Williams m'a dit qu'il avait été arrêté en France pour mariage blanc. Il va bientôt être renvoyé, mais honnêtement, maman, je m'en fiche. Cette période de ma vie est terminée. Tu ne ressens aucune colère? Non. Steven m'a rendu service sans même le savoir. S'il ne m'avait pas abandonné et trahi, je n'aurais jamais touché le fond. Et si je n'avais jamais touché le fond, je n'aurais jamais appris à apprécier ce que j'ai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je me suis endormie en paix. Mon plan avait parfaitement fonctionné. Monica avait non seulement tiré les leçons nécessaires, mais elle était ressortie de cette épreuve plus forte, plus sage et plus attentionnée. David aurait été si fier. 6 mois plus tard, notre vie avait trouvé un nouvel équilibre que nous n'aurions jamais pu imaginer. Monica a terminé ses études de travail social avec d'excellentes notes, et j'ai décidé d'utiliser une partie de mes ressources pour créer une fondation afin d'aider les femmes victimes de violences conjugales et d'abandon financier. Maman, la lettre de l'université est arrivée, dit Monica un matin en entrant dans la cuisine, une enveloppe à la main. J'ai été acceptée en master. Je commence le semestre prochain. Mais maman, je veux que tu saches que je vais le financer avec mes économies. J'ai mis de l'argent de côté grâce à mon travail à la mairie. Le salaire n'est pas élevé, mais... Elle avait appris à se contenter de l'essentiel et à apprécier chaque dollar gagné. Tu es sûr? On peut facilement se permettre ce master. Je sais, mais je dois le faire seule. Ça fait partie de moi maintenant. Margaret est venue nous rendre visite cet après-midi-là, comme tous les vendredis depuis quelques mois. Elle était devenue notre confidente à toutes les deux, observant notre transformation avec fascination. Hélène, je dois te confier quelque chose, dit-elle en se servant une deuxième tasse de thé. Au début, je te trouvais très cruelle envers Monica. Et maintenant, qu'en penses-tu? Maintenant, je pense que tu étais la mère la plus sage que j'ai jamais connue. Regarde ta fille. Vraiment, regarde-la. C'était vrai. La Monica qui révisait ses examens dans le salon était complètement différente de celle qui était partie en Europe des mois auparavant. Cette Monica-là dégageait une sérénité intérieure, une confiance en elle fondée sur ses propres réussites, et non sur les biens matériels. Sais-tu que je l'ai vue hier au supermarché, en train d'acheter des légumes pour une famille qu'elle aide grâce à son travail? Elle ne me l'avait pas dit. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle utilisait son propre argent plutôt que celui de l'État, elle m'a répondu que certaines choses ne se mesurent pas dans les budgets officiels. Ce soir-là, Monica et moi avons dîné sur la véranda, comme le veut la tradition. C'était notre moment à nous pour parler de notre journée, faire des projets et simplement profiter de notre présence mutuelle. Maman, j'ai reçu une lettre très étrange aujourd'hui, dit-elle en coupant sa salade. De qui? De Steven. Mes muscles se sont tendus. Steven. Il t'a écrit? D'où? De prison, en France. Apparemment, il a été condamné à 2 ans pour fraude matrimoniale. Dans sa lettre, il dit regretter tout ce qu'il a fait et me demande pardon. Et toi, qu'en penses-tu? Honnêtement, je ne ressens rien. Ni colère, ni tristesse, ni désir de vengeance. C'est comme si cette période de ma vie s'était déroulée il y a des décennies, et non des mois. Vas-tu lui répondre? Non. Non pas que je le déteste, mais parce qu'il n'y a rien à dire. Cette Monica qu'il a épousée n'existe plus. Cette Monica n'a rien à lui dire. J'ai été impressionnée par la maturité de sa voix. La femme assise en face de moi avait puisé une force intérieure en touchant le fond et en se relevant seule. Sais-tu ce que toute cette histoire m'a appris, maman? Quoi? Que le véritable amour n'est pas celui qui te dit ce que tu veux entendre. Le véritable amour est celui qui t'enseigne ce que tu dois apprendre, même quand ça fait mal. C'est une leçon difficile à apprendre, mais nécessaire. Steven m'a dit ce que je voulais entendre. Il m'a fait me sentir spécial. Il m'a convaincu que je méritais une vie de luxe sans effort. Tu m'as appris que la vraie richesse vient du travail, du respect et des relations authentiques. Ce soir-là, après que Monica soit allée dans sa chambre étudier, je me suis assise seule sur la véranda, à regarder les étoiles et à penser à David.
Je lui avais promis de prendre soin de notre fille, et j'avais enfin le sentiment d'avoir tenu ma promesse comme il se doit. Je ne m'étais pas occupée d'elle en lui donnant de l'argent quand elle en avait besoin. Je m'étais occupée d'elle en lui apprenant à se débrouiller seule. Je ne l'avais pas sauvée en résolvant ses problèmes. Je l'avais sauvée en lui permettant d'apprendre à les résoudre par elle-même. Le lendemain était dimanche, et nous avions prévu d'aller ensemble à la maison de plage pour la première fois depuis que je l'avais récupérée. Monica n'avait pas voulu y aller avant, disant qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. « Tu es prête ?» lui ai-je demandé en montant dans le camion. « Je crois. » Le voyage fut silencieux mais confortable. À notre arrivée, Monica resta un instant dans le camion, contemplant la maison où nous avions passé tant d'été en famille. « Elle est exactement la même, » dit-elle enfin. « Certaines choses ne changent pas, mais d'autres si. Je ne suis plus la même personne qui a vendu cette maison. » Nous entrâmes ensemble. La maison était propre et rangée, exactement comme David et moi l'avions gardée pendant des années. Monica parcourut chaque pièce, touchant les meubles et regardant les photos de famille accrochées au mur. « Maman, je veux m'excuser. »« Tu t'es déjà excusée, ma chérie. »« Non, je veux m'excuser précisément pour cette maison. Pas seulement pour l'avoir vendue, mais pour avoir réduit tous nos souvenirs de famille à une simple transaction commerciale. C'est pardonné. Cette maison représente 40 ans d'été en famille, d'anniversaire, de fête. Papa a construit cette véranda de ses propres mains. Tu as planté ce jardin. J'ai appris à nager sur cette plage. Et j'ai transformé tout ça en argent pour financer l'aventure d'un homme sans valeur. Elle s'assit sur le canapé où David avait l'habitude de lire le dimanche matin. Sais-tu ce qui me fait le plus mal? Quoi? Que, quand j'ai vendu, je n'ai rien ressenti. Ce n'était qu'un bien immobilier de plus. Maintenant que je suis de retour, je sens la présence de papa partout. J'entends son rire, je sens l'odeur de son café du matin, je vois ses lunettes de lecture sur la table. Il est là, Monica. Il a toujours été là. Je sais. Et je sais aussi qu'il est fier de la façon dont tu as géré tout ça. Nous avons passé toute la journée à la maison à cuisiner ensemble, à nettoyer et à régler les petits détails. C'était comme un rituel de reconnexion, non seulement avec le lieu, mais aussi avec les valeurs qu'il représentait. Au coucher du soleil, nous nous sommes assis sur la véranda que David avait construite, face à l'océan. Maman, j'ai une proposition. Quelle est-elle? Je voudrais que nous transformions cette maison en refuge temporaire pour les femmes victimes de violences conjugales, un endroit où elles pourraient se réfugier le temps de reconstruire leur vie. C'était la proposition idéale. David aurait adoré l'idée que sa maison de plage puisse aider d'autres familles. Je trouve que c'est une très belle idée, ma chérie. Nous pourrions utiliser une partie des ressources de la fondation pour l'entretenir, et je pourrais superviser le programme dans le cadre de mon travail. Es-tu sûre de vouloir transformer notre havre de paix familiale en cela, maman? Les meilleurs refuges sont ceux que l'on partage. Papa disait toujours qu'une maison n'est un vrai foyer que lorsqu'elle ouvre ses portes à ceux qui ont besoin d'amour. Il avait raison. David avait toujours été généreux avec notre maison, accueillant parents, amis et voisins qui avaient besoin d'un endroit où loger. Ce soir-là, nous sommes rentrés avec un nouveau projet et une relation complètement renouvelée. Nous n'étions plus une mère et sa fille unies par obligation ou par besoin. Nous étions deux femmes qui avions consciemment choisi de construire une vie ensemble, fondée sur l'amour, le respect et un but commun. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai parlé à David en silence. On l'a fait, mon amour. Notre fille a enfin compris ce qui compte vraiment. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti qu'il me répondait. J'ai toujours su que tu y arriverais. Vous êtes tous les deux plus forts que vous ne le pensez. La justice était arrivée non pas comme une vengeance, mais comme une leçon, non pas comme une punition, mais comme une transformation. Et au final, nous avions tous les deux gagné quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Une relation authentique, bâtie sur des fondations solides qu'aucune crise future ne pourrait détruire. Avez-vous aimé mon histoire? De quelle ville m'écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, vous pouvez me soutenir en m'envoyant un grand merci afin que je puisse continuer à partager d'autres histoires de ce genre. Merci infiniment pour votre soutien. J'ai hâte de lire vos commentaires. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je vous recommande vivement.
Il y a bien d'autres choses sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle histoire de vie, avec amour et respect.